Donc Claudia Bertullier, l'isomorphisme. Pourquoi je dis ça ? Parce que je crois qu'il faut quand même beaucoup d'humour pour pouvoir en fait finalement traiter et supporter des sujets qui sont parfois insupportables à vivre ou même à observer. Et on est souvent face en tant que travailleur social ou même quel que soit le poste que l'on occupe dans une institution, face aussi à la question de l'impuissance. Et c'est vrai qu'il existe une forme de tiraillement entre la mission d'évaluation, qui est une mission d'obligation et qui doit venir en fait en aide des publics les plus vulnérables, et en même temps la question en fait du droit et de la protection des personnes en fait, qui peuvent parfois entrer un petit peu en interaction. Donc l'idée pour moi, c'est de vous donner un petit peu une idée plus concrète de la manière dont les évaluations sont conduites au sein de nos services, et en l'occurrence en vous prenant l'exemple d'un binôme qui pourrait être constitué par exemple avec le service départemental et donc le point autonomie territoriale de Seine-et-Marne. À ce propos, je tiens quand même à dire que le département de Seine-et-Marne est quand même assez précurseur par rapport à la question de la loi du 8 avril 2024, dans la mesure où il a considéré en fait que la question de l'autonomie était vraiment à prendre en considération dans sa manière globale, et pas de manière fragmentée par rapport au public. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté, en tout cas, de traiter la perte d'autonomie dans son ensemble, sans faire de dissociation entre maladie, handicap ou perte d'autonomie liée à l'âge. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, les points autonomie territoriaux, en fait, vous en avez 6 sur l'ensemble du département de Seine-et-Marne, et on est des services, en fait, qui sommes présents pour les partenaires, pour les bénéficiaires, pour répondre à toutes les questions en lien avec la perte d'autonomie. Et notre travail, ça va vraiment en fait être d'informer, d'accueillir, d'orienter, mais aussi en fait d'aller chercher toutes les aides et tous les dispositifs qui sont possibles pour pouvoir en fait permettre aux personnes de rester, de concrétiser leur projet de vie, si elles souhaitent par exemple rester à domicile ou favoriser l'inclusion, et donc aller chercher en fait les aides de droit commun, et donc instruire les formulaires, les demandes, faire en sorte que les aides aboutissent. Donc vous avez aussi la possibilité d'avoir ces interlocuteurs-là au sein du département. Donc vous en avez 6 sur l'ensemble de la Seine-et-Marne. En ce qui concerne en fait la contribution des PAT à la mission d'évaluation, il faut d'abord savoir qu'avant un signalement, vous avez aussi la possibilité de faire appel à nous si vous êtes préoccupé par rapport à une situation et que vous avez encore la capacité d'intervention en fait au domicile, puisque parmi les missions qui nous sont confiées, nous avons la possibilité d'intervenir dans le cadre des situations dites complexes. Donc rien n'empêche qu'on puisse intervenir en binôme au domicile à partir du moment où la porte bien sûr reste ouverte, et ça peut être aussi, j'allais dire, une alternative à un signalement qui est parfois difficile à porter. En tant qu'aussi PAT, on a la possibilité et la connaissance, en fait, ce qui fait la force de nos services, c'est la connaissance du territoire et des dispositifs qui sont présents. Et parfois aussi, vous pouvez nous appeler en matière d'expertise si vous avez besoin d'un conseil à la rédaction, par exemple, d'une information préoccupante. Ou si vous vous questionnez aussi sur la caractérisation des faits que vous observez, vous avez effectivement comme interlocuteur le département, mais vous avez aussi la possibilité de vous adresser à nous. En ce qui concerne en fait l'importance du rôle du signalant dans le processus de protection, je tiens à dire un peu pour rejoindre tout ce qui s'est dit depuis ce matin, que finalement s'il y a bien un rôle qui est difficile à tenir dans le processus de protection des personnes, c'est celui du signalant. La première chose, c'est qu'en fait, il est pris dans le secret, et on sait bien à quel point le secret nous ligote, et il nous invite à nous taire. Souvent, l'intervenant est au domicile, en fait, il est seul face à une situation qu'il commence par ne pas comprendre. Et comme vous le savez, en fait, ce qui est difficile dans le travail social, c'est que quand on rentre chez soi ou quand on passe la porte du service, c'est pas pour autant en fait qu'on laisse les situations au service, et parfois on les emporte aussi un peu chez nous. Et face à des situations qui sont un petit peu intolérables ou difficiles en fait à vivre, le premier réflexe en fait, et qui est un réflexe humain, c'est de se dire que ce qu'on a vu en fait, c'est pas vraiment ce qu'on a vu, et que probablement c'est un petit peu moins grave que ce qu'on a vu. Et non, ça va aller en fait. Non, c'est ce que j'ai vu en fait n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'il y a un effet de minimisation. On va venir finalement expliquer des comportements qui sont inexplicables, parce que notre objectif à ce moment-là, c'est de pouvoir rentrer chez soi et de pouvoir en fait enchaîner avec une vie familiale et peut-être faire davantage la distinction entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est pas si simple en ce qui nous concerne, en tout cas travailleurs sociaux, et on a cette responsabilité à partir du moment où on repart en fait préoccupé, de se dire qu'en fait on ne peut pas rester seul avec ce type d'information. Il faut savoir que plus on vient expliquer un comportement, plus en fait ça doit constituer une alerte pour nous, parce que trop d'explications, c'est aussi en fait une source d'inquiétude par rapport à la situation qu'on a pu observer.
Donc pour moi, en fait, vraiment, la question du le signalant, c'est vraiment finalement l'un des rôles les plus difficiles à tenir. Et on est loin de l'image de ce singe, le singe de la sagesse, hein, qui voudrait qu'en fait, on ferme les yeux, on bouche la bouche et on ferme les oreilles. En fait, on vous demande de faire totalement l'inverse et de ne pas vous laisser, j'allais dire, contaminer par les problématiques familiales. Donc là, on en revient toujours à l'isomorphisme. Il y a aussi autre chose qui est important, c'est que souvent, on a tendance à rester seul avec des choses qu'on n'ose même pas aborder ou dire. Et vraiment, l'une des forces en fait de notre structuration, qu'elle soit territoriale ou institutionnelle, c'est de pouvoir en fait en parler à un collègue, en équipe, et en fait à faire d'un problème qui semble individuel un problème institutionnel. Donc vraiment, la question de rompre le silence, ça paraît mineur, mais en fait c'est un des actes fondamentaux en fait du processus de protection. On l'a vu également en fait ce matin, il y a un autre parmi tous les retours d'expérience qui ont été faits, et c'est important de pouvoir les faire dans les situations les plus dramatiques qu'elles concernent la protection de l'enfance ou même les adultes vulnérables. En fait, il est toujours intéressant de faire le retour d'expérience parce qu'en fait, on comprend qu'est-ce qui a dysfonctionné. Et parmi les choses en fait qui ont dysfonctionné et qui n'ont pas permis, par exemple, la protection d'une personne, il y a ce qu'on a encore vu ce matin, mais ce qu'on peut appeler en fait la dilution des responsabilités. Paradoxalement, plus on est nombreux à intervenir dans une situation, et plus on a le sentiment en fait que l'autre va traiter à notre place. Et presque c'est un signe d'alerte supplémentaire quand on est nombreux autour d'une situation que de se dire est-ce qu'en fait quelqu'un a déjà informé, parce qu'on va toujours partir du principe que l'autre l'a fait, et donc quels moyens on se donne pour pouvoir le faire. Là encore, je reviens à ce que disait tout à l'heure Aline, il existe en fait au sein du département une commission qui permet de venir en fait évoquer toutes ces situations complexes qui nous posent question et au cours desquelles en fait on a la possibilité d'inviter l'ensemble des partenaires et des acteurs en fait qui interviennent autour de la personne pour pouvoir réfléchir ensemble. Et c'est là, je crois, toute la force du travail social, c'est cette intelligence collective, mais encore faut-il pouvoir sortir du silence. En ce qui concerne en fait le binôme, c'est vrai qu'en fait l'évaluation elle peut être menée seule ou en binôme, mais ce qui est important de savoir en fait c'est qu'il y a toute une structuration dans la façon de conduire une évaluation qui vient permettre en fait que l'évaluation ne soit pas le reflet du regard d'un individu. Et pour nous, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir rentrer dans le détail de ce que c'est que cette évaluation, pour que vous ayez aussi une appréciation de comment sont traités les signalements que l'on reçoit, et aussi sur la rigueur avec laquelle on mène ces évaluations. Il faut savoir qu'en fait, tout à l'heure, je crois que c'est M. Coudray qui l'a dit, mais qu'on associe régulièrement en fait l'évaluation à quelque chose de nécessairement négatif du côté de l'enquête, du côté de la répression. Sachez aussi que les professionnels, lorsqu'ils interviennent au domicile d'une personne qui nous est signalée comme étant vulnérable, la première chose que le professionnel va chercher à faire, c'est d'avoir en fait le concours de la personne dans le cadre de l'évaluation. Si vous ne mettez pas les gens dans des conditions de confiance, sachez qu'ils ne seront jamais là pour vous livrer leur réalité. Et donc l'idée, c'est de pouvoir en fait amorcer une discussion, même dans les situations les plus terribles. Je dirais même à plus forte raison dans les situations les plus difficiles. Alors, pour garantir que le binôme, que l'évaluation ne soit pas le reflet d'un individu ou d'un binôme, il y a évidemment en fait toutes les instances qui existent au sein d'une structure qui permettent finalement de venir réfléchir et de sortir en fait des observations qui pourraient être individuelles. Là encore, on a la chance en fait d'avoir un travail assez structuré en Seine-et-Marne sur la question en fait de la conduite des évaluations, et on a énormément de documents socles qui existent au sein du département, qui vont du référentiel de mission, qui vont aussi du référentiel dans la conduite des évaluations. Et sachez également qu'en fait le rapport social qui est utilisé par les évaluateurs constitue en fait un guide dans la démarche d'évaluation, et c'est un guide en fait qui a une certaine rigueur et qui oblige en fait à venir investiguer plusieurs domaines de la vie de la personne. Je vais vous donner en fait quelques exemples de ce qui est évalué pour que vous ayez quand même une idée de comment on procède. Alors tout d'abord, comme le disait tout à l'heure Aline, en termes de méthodologie, ce qui est important, c'est qu'en fait, il y a la visite à domicile, mais il y a aussi toute l'enquête périphérique qui va nous permettre en fait de reprendre contact avec l'ensemble des intervenants qui interviennent donc auprès de la personne pour avoir aussi le retour en fait d'observation de tous les partenaires qui gravitent autour de la situation.
Parmi les éléments en fait qui sont évalués dans le cadre de l'évaluation et qui sont en fait obligatoires au rapport, il y a tout ce qui est la dimension individuelle de la personne, ce qui va pouvoir définir en fait sa vulnérabilité. Ça peut être son âge, ça peut être son sexe, ça peut être en fait sa localisation, sa distance par rapport en fait au dispositif d'alerte. Est-ce qu'elle est coupée par exemple du monde ou est-ce qu'au contraire elle est proche des services publics, proche des moyens de communication. Parfois en fait on se rend compte que les gens n'ont même pas en fait de téléphone pour pouvoir appeler. Tout ça en fait c'est quelque chose sur lequel en fait on porte une attention particulière. Donc on s'intéresse donc à l'environnement social, qui est donc effectivement la dimension environnementale, qui est effectivement la question du type de logement. Est-ce que le logement est accessible, la proximité en fait avec les commerces, parce que là encore, si vous avez une personne qui est fragilisée et qui ne peut pas en fait se déplacer ou n'est pas en capacité d'aller faire ses courses et qui est donc dépendante de quelqu'un qui potentiellement pourrait abuser de cette dépendance, ça rend la situation extrêmement compliquée. Ça me permet aussi en fait de vous donner un autre critère qui est important pour nous en termes d'évaluation, c'est la dimension en fait familiale ou sociale, à savoir qui gravite autour de la personne. Quels sont en fait, est-ce qu'il y a des aidants, est-ce qu'il y a en fait de la famille, est-ce qu'il y a des voisins, quel rôle en fait ces personnes jouent auprès de la personne vulnérable, est-ce qu'ils sont plutôt porteurs ou au contraire c'est un signe d'alerte. Là encore en fait il va y avoir une série de questions qui vont pouvoir nous permettre d'établir cette forme de diagnostic. Alors, il y a une chose qui est très importante, et là encore, ça recoupe ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la question en fait du consentement et de la volonté de la personne. C'est qu'en fait, vous pouvez faire la meilleure évaluation du monde, considérer que pour vous, en fait, la personne est en danger. Néanmoins, en fait, le recueil de son avis et le recueil en fait de l'avis des personnes qui l'entourent, en fait, c'est une prérogative et incontournable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement que de recueillir l'avis de la personne sur sa situation, ce qu'elle compte en fait ce qu'elle compte faire, et si elle est consciente en fait des besoins qu'elle a. Et parfois, en fait, cette situation-là peut créer énormément de frustration auprès de nos services parce que, comme vous le voyez, en fait, on déploie des moyens colossaux, mais qui sont parfois, en fait, j'allais dire, en décalage avec la réalité de nos interventions. Parce que si vous avez un adulte, contrairement aux enfants, si vous avez en fait un adulte que vous considérez comme en danger, mais qui est en fait en pleine possession de ses moyens et qui prend ses décisions en fait en pleine conscience, nos marges de manœuvre vont être très limitées à partir du moment où ça n'impacte pas la sécurité des autres. Et parfois, on peut en fait être amené à classer une situation. Alors le terme est peut-être pas forcément très correct puisqu'on n'est pas dans une procédure judiciaire, mais en tout cas, on abandonne l'intervention parce qu'il n'y a pas de volonté de la personne en fait de changer la situation. Bon, vous l'aurez compris, j'aime bien les aspects cliniques, donc je vais peut-être conclure là-dessus. En fait, avant d'intervenir, il faut toujours, en fait, en tout cas selon l'approche systémique, toujours s'intéresser en fait à la valeur protectrice du symptôme. Spontanément, en tant que travailleur social, la première chose qu'on voit, c'est les dysfonctionnements. Et c'est par ça qu'on est attiré. Et ce qui fait en fait le fondement de notre engagement dans le travail social, c'est la volonté en fait de résoudre les difficultés qu'on observe. Or, avant de toucher un symptôme, il faut toujours s'intéresser à sa valeur protectrice et parfois à vouloir trop agir dans une situation extrêmement dégradée. En fait, on obtient l'inverse du résultat attendu. Et il me vient par exemple une situation que l'on traite là actuellement d'un monsieur qui est dans un état de santé extrêmement dégradé, qui n'a plus de papier, qui n'a aucun droit ouvert en fait, ni MDPH, alors qu'il est dans un état de santé extrêmement grave. C'est sûr qu'en fait on n'aurait qu'une seule envie, c'est de prendre ce monsieur, l'accompagner en fait vers les services publics et instruire ses demandes à sa place. Alors, ce que ça implique, c'est qu'il est dans une situation tellement dégradée que son ancienne femme l'a recueilli à son domicile et que sa fille, en fait, vient tous les jours pour s'occuper de lui. Tout ça pour vous dire que, est-ce que ce monsieur a intérêt ou pas à résoudre cette situation ? Je ne sais pas. Et c'est toute une question, et je ne suis même pas capable de vous donner la réponse en fait, à cette problématique, qui va probablement nous animer avec le DAC pendant un certain temps, jusqu'où on va aller en fait en termes d'accompagnement pour cette personne, parce que par exemple, on peut tout à fait supposer que le jour où sa situation sera résolue, il quittera en fait le domicile de son ex-femme. En tout cas, pour conclure cette fois-ci, c'est vraiment une conclusion. Vous avez la possibilité évidemment de signaler, mais vous avez aussi surtout la possibilité de venir en fait partager en fait vos difficultés, vos questionnements avec nos services qui sont structurés pour cet objectif.